Bonsoir et bienvenue à ce jeudi d'Acrimel, le premier de la rentrée. Avant peut-être de présenter ce jeudi et notre invité, je vous rappelle que l'association Acrimel est une association de bénévoles qui ne vit que des cotisations de ses membres et n'obtient aucune subvention. Donc vous pouvez soutenir l'association, ses activités, si vous le souhaitez évidemment, en laissant un don même très très modeste en sortant de cette salle, ou alors en achetant l'une de ses publications que vous trouverez sur la table de presse qui est à l'entrée. J'en profite aussi pour dire que vous allez trouver le livre La politique sur un plateau, qui est l'ouvrage qui est au cœur du sujet de la conférence de ce soir et dont nous avons l'un des co-auteurs avec nous. Alors, en 2012, avant la campagne présidentielle, le CSA a décidé d'appliquer aux émissions de divertissement les règles de comptage des temps de parole des candidats alors en vigueur dans les émissions politiques classiques. Cette évolution légale venait attester de la place prise par ces types de programmes dans la médiatisation de la parole des responsables politiques. Alors qu'il y a encore 20 ans, celle-ci ne se déployait que dans les cadres ad hoc et solennisés des conférences de presse, des entretiens, des émissions spécifiquement politiques ou des journaux télévisés. Rares sont aujourd'hui les dirigeants politiques qui ne considèrent pas le plaçage sur le plateau d'un talk-show comme une étape médiatique obligée et indispensable. Alors, comment expliquer cette transformation de la place de la politique à la télévision ? Comment se sont imposées auprès du personnel politique et du public ces émissions hybrides ou de mélange des genres ? Est-ce que ces séquences faisant intervenir des responsables politiques au cours d'émissions de divertissement constituent-elles des vecteurs implicites de politisation, comme les animateurs producteurs de ces émissions se plaisent à le dire, ou finissent-elles au contraire par dissoudre la politique dans le spectacle, contribuant finalement à nourrir un certain désenchantement de la politique plutôt qu'à y remédier? De façon plus générale, comment ces divertissements télévisuels agissent-ils sur la représentation politique? Alors pour évoquer ces questions ce soir, Acrimed invite Philippe Ruetor, professeur de sciences sociales et chercheur, spécialiste de sociologie des médias et de la communication. Il a notamment publié Sociologie de la communication politique aux éditions La Découverte en 2013. Il est l'auteur avec Pierre Leroux, chercheur et professeur à l'Université catholique de l'Ouest, d'un livre passionnant, La politique sur un plateau, ce que la télévision fait à la représentation, donc aux Presses universitaires de France en 2013. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Philippe va faire une présentation, hein, et ensuite évidemment il y aura un échange avec vous, et on fera circuler un micro, on prendra des questions et notre invité y répondra. Merci. Bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Je vais essayer de ne pas être trop long pour présenter les grands axes de cette recherche, de cet ouvrage, et également peut-être susciter des questions ensuite pour avoir quand même surtout une discussion avec vous. Cet ouvrage donc est sorti à la fin de l'année dernière. C'est un peu le bilan d'un travail avec d'ailleurs une autre personne qui donc n'est pas ici, il est angevin, il n'a pas pu venir, c'est Pierre Leroux. Travail commun que nous avons mené, on va dire, depuis 2006-2007, quoi. Voilà, donc depuis quand même pas mal d'années, et ce qui a donné lieu à pas mal de publications diverses et variées, de colloques, d'articles dans des revues, de chapitres dans des ouvrages collectifs. Et là, on s'était dit qu'il était temps de faire peut-être un ouvrage de synthèse faisant le point un peu de nos recherches. Alors, notre point de départ était assez simple, sans vous raconter notre vie nécessairement. Pierre Leroux est quelqu'un qui avait pas mal travaillé sur des émissions de télévision, notamment des émissions qui pouvaient s'apparenter à des talk-shows, notamment les émissions, ça dira peut-être quelque chose, mais aux plus anciens de la salle, de Dan Sinclair des années 90, 80,
notamment 7 sur 7, où il s'agissait de proposer déjà une lecture de l'actualité plus digeste, en invitant par exemple des acteurs, des personnalités du monde du spectacle, dans un format qui restait un format de l'information. Donc, autrement dit, l'un et l'autre, moi je m'étais intéressé à différentes personnalités, notamment entrer dans une logique de médiatisation très forte, notamment à Bernard Tapie comme personnage politique et médiatique. Donc, on avait l'un et l'autre un intérêt commun, et on s'est retrouvés donc à un moment où ces émissions, le milieu des années 2000, je vais essayer de faire une brève chronologie, se sont très largement implantées dans le paysage médiatique français. Et notamment un personnage qui nous a intéressés au début, et vous verrez pourquoi, c'est Thierry Ardisson. On a consacré un papier dans une revue qui s'appelle Réseau, qui est une revue assez connue de gens qui s'intéressent aux questions de sociologie des médias, sur justement cette trajectoire un peu étonnante de quelqu'un passé par le monde de la publicité, passé par différents univers, et qui était pour nous un bon indicateur des transformations du monde de la télévision. Et notamment, c'est un point sur lequel on fait un chapitre là-dessus. On estime que c'est un point important, peut-être qu'on n'y a d'ailleurs même pas suffisamment insisté dans le livre, sur la montée en puissance des animateurs producteurs de télévision. Et comment les transformations du paysage médiatique, à partir déjà du milieu des années 80, de la privatisation de TF1, de la disparition progressive des sociétés de production, de l'externalisation croissante des programmes, va changer radicalement les rapports de force et les modalités de fonctionnement au sein des professionnels de la télévision. Et donc voilà, on estimait que, à la différence d'autres animateurs, on va dire, vedettes, plus anciens ou plus jeunes, c'est quelqu'un qui a connu plusieurs états et qui s'est parfaitement adapté à l'évolution de l'état de la télévision. Bon voilà. Et comme l'un et l'autre, on s'intéresse à la sociologie politique, qui est un peu notre domaine de spécialité, on s'est dit que c'était aussi une façon de revenir sur les transformations du métier politique et sur la place croissante prise par les médias dans le métier même de la politique. Et le type de compétences, de savoir-faire, notamment requis par ce type de programme, est assez emblématique des transformations, ou de certaines transformations du métier politique. Bon, voilà. Donc à partir de là, qu'avons-nous fait? Je ne vais pas être très très long sur notre manière de travailler, etc. Mais juste 2 mots. Bon, évidemment, on a regardé des émissions, ça c'était quand même la moindre des choses. Et donc évidemment, on a pris beaucoup de notes. Donc c'est un travail qui est moins drôle que l'on peut parfois l'imaginer, mais même s'il y a des moments agréables. Donc voilà, donc de façon très scrupuleuse. On a assisté à un certain nombre d'émissions dans le public, évidemment, donc en prenant des notes, en faisant tout simplement de l'observation. Émissions qui, comme vous le savez certainement, mais peuvent durer 2h30, enfin pour certaines, hein, c'est très variable là aussi. Hein. Et 2h30 quand on les regarde en tant que téléspectateur, mais 5-6 heures quand elles se réalisent. Donc il y a des effets de coupe et de montage qui sont très très importants. On a fait des entretiens volontairement avec des petites mains, ou d'ailleurs pas des petites mains, mais des gens qui parlent peu, que ce soit des producteurs, que ce soit des personnes chargées notamment du casting des émissions, chargées d'écrire des textes, et notamment des blagues qui sont très importantes dans ce type d'émissions, etc. Donc autrement dit, voir aussi comment toute une organisation, toute une division du travail se met en place. C'est en fait quelque chose de très très sérieux de faire des émissions de télévision, y compris de divertissement, et ça requiert de plus en plus de professionnalisme. On s'est évidemment intéressé aux caractéristiques des invités politiques, et là, c'est un travail qui est tout à fait réalisable facilement, à partir donc de bases de données qu'on peut réaliser. On a essayé de construire une population d'invités, à la fois, on va dire, par nom patronymique. Donc on voit évidemment qu'il y a, pour employer le vocabulaire de la télévision, des bons clients qui sont régulièrement invités dans ce type d'émission. Mais aussi, on a essayé de s'intéresser, et surtout, aux propriétés, aux caractéristiques, enfin, si on va employer des termes sociologiques, aux capitaux, notamment politiques, possédés par les invités. Puisque, évidemment, notre travail s'est intéressé essentiellement, on aurait pu aussi, on donne quelques éléments sur les
les invités du divertissement, invités dans ce type de programme, mais évidemment, on a focalisé notre travail sur les invités politiques. Et là, on remarque pas mal de choses. On remarque notamment, j'en dirai évidemment un mot, et on en reparlera certainement après, des transformations notables dans les caractéristiques, dans les figures des invités politiques, au fur et à mesure que ces émissions se sont instaurées et, on va dire, banalisées. Bon, voilà. Donc, on a essayé de tenter de différentes manières d'appréhender cet univers en prenant de la distance, évidemment, et aussi en s'intéressant, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, aux trajectoires, aux carrières d'un certain nombre de professionnels de la télévision, notamment parmi les animateurs-producteurs, qui sont donc le personnel de premier rang qui nous intéressait. Bon. Je vais essayer de ne pas trop perdre de temps dans l'historique, mais il faut quand même, surtout pour les moins familiers d'entre vous, que je dise 2-3 petites choses pour cerner quand même, d'ailleurs, ce qui est un problème, ce que l'on entend par émissions de talk-show, émissions de divertissement, catégories qui sont très très floues et qui méritent pas mal de précision. Alors, d'abord, sans faire une histoire de la télévision depuis son apparition, historiquement, le personnel politique ne passe à la télévision que dans le journal télévisé et que dans des émissions qui relèvent de la direction de l'information. Autrement dit, et c'est une convention historique, la politique c'est une chose sérieuse, l'invité politique ne peut avoir comme interlocuteur qu'un journaliste et qu'un journaliste politique. Ça c'est une convention du milieu des années 60, après l'élection présidentielle de 65, première émission politique qui apparaît en 66, jusque, on va dire, au début des années 80. Voilà. On va avoir, et nous on s'intéresse pas à ça, c'est pas dans notre étude, mais on le mentionne évidemment, il va y avoir quelques tentatives d'émissions de pur divertissement, c'est-à-dire par exemple des émissions de variété, où l'on va inviter des jeux télévisés, où l'on va inviter des politiques comme invités parmi d'autres. Ces tentatives-là vont être, on va dire, plutôt des échecs. En tout cas, ne vont pas faire l'objet de beaucoup de persévérance. D'abord parce que donc, les politiques invités n'y voient rapidement pas trop l'intérêt, puisqu'ils sont dans l'incapacité de parler politique et même de promouvoir leur personnalité. Et donc, à part quelques tentatives isolées, ça n'aura pas beaucoup d'importance. C'est véritablement au milieu des années 90, donc c'est là où vraiment notre travail commence, que vont apparaître sur quelques chaînes des émissions que l'on ne sait pas trop classer, que l'on va appeler talk show, faute de mieux, ce qui est une catégorie générique extrêmement fourre-tout. C'est pas nous qui les appelons comme ça, hein, c'est comme ça qu'elles ont été appelées. Où des invités politiques sont en plateau, invités généralement avec d'autres personnalités et la plupart du temps des invités du spectacle. C'est-à-dire que généralement, les invités politiques sont minoritaires, la plupart du temps il n'y en a qu'un, et autour de lui dans le plateau, il y a des gens qui proviennent de différents horizons. Donc déjà le politique fait figure un peu de personnage très singulier. Bon. Ces émissions-là, je peux donner des noms et des éléments pour que vous puissiez vous repérer quand même, parce que bon, on n'a pas forcément tout ça en tête. Canal+, qui bien évidemment joue un rôle, vous en doutez bien, dans les transformations des 20-30 dernières années de la télévision française, va jouer un rôle important avec un personnage comme Carl Zéro, par exemple, le vrai journal. Thierry Ardisson déjà, mais sur France 2, va jouer un rôle important avec Tout le monde en parle. Michel Drucker, dans une mise en scène tout à fait différente, va déjà dans Vivement Dimanche, à partir de 98, convier de temps à autre des invités politiques et raconte à quel point ça a été difficile pour lui, alors que l'émission ne présente pas un danger majeur pour l'invité, ça va être difficile pour lui d'arriver à séduire des invités politiques. Et très vite, Marc-Olivier Fogiel sur France 3, puis sur M6. Une chose intéressante aussi à remarquer, c'est qu'au départ, ce sont des chaînes publiques qui invitent, pas Canal+, évidemment, mais la 2, la 3, que TF1, par exemple, M6, c'est-à-dire les chaînes, on va dire, les plus populaires et les plus commerciales, du point de vue de l'audience populaire, si on regarde la sociologie des téléspectateurs,
et donc évidemment du point de vue du financement, sont les chaînes qui ne vont pas, ou très peu, et quand Marc-Olivier Fogiel tentera de le faire sur la 6, l'émission durera une saison et sera un échec, donc elle sera déprogrammée, ce type de tentative-là. Bon. Il s'agit de mettre en œuvre, si on reprend les formules des promoteurs eux-mêmes, et il ne faudrait pas forcément les conserver longtemps à l'esprit, un mélange des genres. C'est-à-dire, et là on voit bien une des contraintes majeures de la télévision, qui n'est absolument pas récente, mais qui s'est accrue avec évidemment la question de l'audience et de la nécessité au moins de ne pas faire une audience en dessous des chiffres attendus. Parler politique apparaît comme étant quelque chose d'assez épouvantable pour l'audience. Il faut donc trouver des ressorts, et c'était déjà vrai du point de vue à l'époque de la télévision de monopole de service public. Dans les années 80, ce problème existait déjà, mais il s'est renforcé. Il faut trouver donc des manières de parler de politique sans faire fuir le téléspectateur. Et le fait que la politique se noie, entre guillemets, dans un ensemble de séquences, apparaît comme étant une manière de continuer à parler de politique sans véritablement se retrouver dans un public incroyablement confiné, qui est souvent le public des émissions politiques, dont on sait d'ailleurs que, bon, même si elles demeurent sur le chaîne du service public, elles sont souvent déplacées, elles sont davantage mensuelles qu'hebdomadaires, enfin, etc. On trouve tout un tas de moyens pour évidemment faire en sorte qu'elles ne prennent pas une trop grande place. Bon. Donc ça, c'est déjà une première raison, c'est-à-dire que du point de vue des programmateurs, il faut changer les manières de parler de la politique, rendre la politique divertissante d'une certaine façon, et ça va être la mission notamment de ces émissions. Deuxième élément, puisque j'essaye de ne pas trop me noyer dans les éléments, et on reprendra ces points si vous le souhaitez, il se passe quelque chose du point de vue de la télévision, avec ce que j'énonçais tout à l'heure rapidement, la montée en puissance de ces animateurs producteurs. Donc, il se passe quelque chose à partir, bien évidemment, de la fin des années 80, dans le fait que désormais, chaque animateur, producteur, chaque animateur de télévision de premier plan, généralement donc pas les animateurs de jeu, plutôt les animateurs de débat, de variété, parce qu'ils sont vus comme fédérateurs et font de l'audience, deviennent producteurs. Bon, il y a eu des épisodes célèbres sur lesquels je vais passer, l'arrivée de Berlusconi en France en 85, sous recommandation à l'époque du gouvernement de gauche, de Mitterrand, etc. Bon, donc, qui vient appliquer son modèle italien, entre guillemets, à la télévision française. Bon, on sait bien que cette chaîne va très vite disparaître, etc., mais elle a une importance vraiment significative pour la question des animateurs, puisque cela va contribuer à faire flamber incroyablement les prix, si vous voulez, et l'attractivité des animateurs qui apparaissent dans un contexte où la télévision est totalement transformée comme étant des vecteurs d'audience. Ce sont des marques, au sens d'une marque commerciale et publicitaire. Autre élément qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit, une émission de plateau, cela ne coûte pas très cher. Au passage, un talk show, aujourd'hui sur toutes les chaînes, y compris bien évidemment les petites chaînes entre guillemets, on multiplie les émissions de plateau. Ce sont des émissions qui ont l'inconvénient de ne pas pouvoir être rediffusées, ou en tout cas de pas être, c'est pas un film ou un téléfilm, donc c'est plus compliqué parce que parfois l'intérêt s'émousse, mais elles coûtent vraiment pas cher. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui explique d'ailleurs les marges assez colossales que font les animateurs producteurs. Parce qu'évidemment, il y a une marge énorme. Ça a été écrit dans le très bon livre de Marc Andevelde, par exemple, sur l'univers de la télévision, où il donne des chiffres d'ailleurs sur la marge réalisée par les animateurs producteurs. Bon. Donc, ce sont des émissions qui sont beaucoup moins chères que, bien évidemment, des fictions, et qui donc permettent de meubler de l'antenne, premièrement. Deuxièmement, ce sont des émissions qui sont donc présentées par une vedette, par quelqu'un qui a une forte notoriété. Et l'arrivée de Berlusconi, voilà pourquoi je disais un mot là-dessus, correspond à un moment où justement ce que va tenter de faire Berlusconi, c'est ce qu'il a fait en Italie, c'est une sorte de mercato, comme on dirait en termes footballistiques si vous voulez, d'acheter des grandes vedettes
de la télévision. Et d'ailleurs, il va réussir à moitié, mais il va quand même réussir à en débaucher quelques-unes. Ce qui veut dire, pour le dire clairement, que les animateurs voient très clairement, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire de la fin des années 80, début des années 90, que leur valeur, entre guillemets, sur le marché de la télévision s'accroît incroyablement avec la multiplication des chaînes. Ce qui veut dire qu'on retrouve des mécanismes qu'on retrouve dans d'autres secteurs, hein. La finance, la rémunération des dirigeants d'entreprise, leur rémunération va non seulement s'envoler, ou des footballeurs, ou des sports les plus médiatisés, mais en même temps, les carrières apparaissent beaucoup plus fragiles qu'auparavant. Hein. Certains se souviennent peut-être ici qu'à l'époque de Patrick Lelay, Christophe de Chavannes avait été traité d'accident commercial par son PDG, alors qu'il avait quand même rendu, enfin je ne suis pas là ni pour défendre ni pour attaquer, vous avez compris, hein, mais alors qu'il avait rendu quand même de bons services à la chaîne avec pas mal d'émissions précédemment qui avaient eu beaucoup de succès, etc. Bon, l'émission est arrêtée en plein vol. Et pendant plusieurs années, d'ailleurs on sait bien que Christophe de Chavannes a eu beaucoup de mal à revenir en tant qu'animateur à la télévision, bon, il continuera de produire des émissions, mais il ne passera plus à l'écran, ce qui bien évidemment fait perdre une valeur colossale à l'animateur en question. Hein. Bon. Donc, ces animateurs-là voient, pour essayer de résumer un peu la situation, voient que d'une part, leur rémunération, leur statut, s'apprécie incroyablement, mais que les carrières sont beaucoup plus courtes et que les accidents de parcours sont tout à fait envisageables. Dans ces conditions, certains le font très rapidement, d'autres mettent beaucoup plus de temps. Ils se mettent à passer à la phase de production. Ils deviennent producteurs. Soit tout seuls, la plupart du temps d'ailleurs, en divisant le travail, en ayant d'un côté un animateur s'occupant de la confection des programmes et un producteur s'occupant toute la dimension technique et financière. C'est comme ça que Arthur, qui n'est pas dans notre histoire, puisqu'il n'est pas dans les invités politiques, mais enfin, en tout cas, dans ses émissions, on ne reçoit pas des politiques, mais notamment, s'est retrouvé avec Stéphane Courby à la tête d'Endemol France, par exemple. C'est comme cela que Thierry Ardisson crée sa société avec Stéphane Simon, etc. Donc, chacun est dans une logique de ce type. À partir de ce moment-là, ces animateurs-producteurs deviennent des personnages emblématiques. Le cas de Jean-Luc Delarue a été célèbre, puisqu'il y a eu une célèbre polémique, etc., à l'époque de Jean-Pierre Elkabbach, président de France Télévisions, donc c'est de notoriété publique. Ils vendent par paquet des programmes. Ce qui veut dire qu'ils ont évidemment des programmes qui servent de tête de gondole, généralement ceux qu'ils présentent, et pour le reste, bien évidemment, ils arrivent à vendre un ensemble de programmes que les chaînes achètent en amont. Donc, quand on dit par appartement, entre guillemets, ils occupent une partie de la grille. On sait qu'à l'époque de Jean-Pierre Elkabbach, il y avait eu une sorte de scandale, ce qu'on avait appelé le scandale des animateurs, etc. Bon, l'affaire avait fait beaucoup de bruit. Mais cette situation tente à montrer, et c'est simplement là ce que je veux dire, que le statut même de l'animateur-producteur de télévision devient central. Des gens qui étaient autrefois considérés comme étant des personnages assez méprisables dans l'univers même de la télévision, par rapport aux producteurs, par rapport aux réalisateurs, par rapport aux techniciens, par rapport aux journalistes, par rapport à des gens qui avaient, entre guillemets, un vrai métier. C'est pas moi qui juge, hein, vous avez compris, je reprends simplement des entretiens, des travaux divers et variés. Ces animateurs-là, désormais, deviennent stratégiques parce que ce sont les patrons. Ce sont eux qui embauchent les journalistes, ce sont eux qui embauchent les techniciens, etc., etc. Bon. De ce point de vue, pour eux, se rapprocher des politiques, inviter des politiques dans leurs émissions, même si dans un premier temps, ce sera plutôt pour s'en moquer, ce sera plutôt pour montrer à quel point ils sont distants à l'égard de la politique. Mais on va voir que ça ne va pas durer. C'est affirmer aussi leur nouveau statut. C'est désormais discuter, et d'ailleurs quasiment d'égal à égal, avec des gens de pouvoir. Et on perçoit bien, y compris dans les types de questionnements, dans les interventions, dans les prises de parole, dans ce type d'émission, que l'animateur est très très loin du journaliste des années 70-80, très révérencieux à l'égard du politique qu'il interviewe, qui est, on va dire, la relation originelle du journaliste avec le politique à la télévision, française, mais pas que française. Là,
on est tout à fait dans un rapport qui d'ailleurs même parfois va même jusqu'à être inversé, pour peu que bien évidemment le politique en question soit un politique de deuxième ou troisième ordre. Donc c'est un élément important pour eux, et d'ailleurs ils le disent, ils le reconnaissent pleinement, ils interviennent sur des questions, ils sont interrogés de plus en plus sur leurs préférences politiques, on le voit dans des interviews, y compris de la presse de télévision, etc. Désormais, ces personnages publics-là voient de la fréquentation des politiques une manière d'affirmer un statut qui est incroyablement rehaussé par rapport à la situation précédente. Bon. Ce qui veut dire donc que ça nous dit aussi des choses sur les transformations de l'univers interne de la télévision. Alors maintenant, sans s'attacher à une chronologie qui serait beaucoup trop rigide, ce que l'on a pu observer et ce qu'on essaie de décrire à travers l'ouvrage aussi, c'est deux phases. Il y a eu certainement une première phase qui est celle, je donnais quelques titres d'émissions tout à l'heure, de l'apparition de ces émissions, où donc des animateurs interviewent et invitent des responsables politiques. Cette première phase donc apparaît au milieu des années 90, on va dire en gros jusqu'au milieu des années 2000. Pour résumer, à gros traits, sans caricaturer, cette période est marquée par, on va dire, une tentative d'outsider. Ces animateurs-là sont quand même vus comme étant un peu des francs-tireurs. Il suffit de prendre l'image de marque qu'a un Thierry Ardisson à ce moment-là, très éloignée de celle d'aujourd'hui. Il n'arrive, et ça donc c'est ce qu'on essaye de montrer à travers nos statistiques des invités, il n'arrive qu'à avoir des invités de second ou de troisième ordre. Autrement dit, ce n'est pas méprisant de ma part, vous avez compris, c'est une façon de respecter la hiérarchie du champ politique, si vous voulez. Des députés de base, le maire d'une ville, des anciens, énormément évidemment d'anciens ministres, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'actualité, qui n'auraient aucune chance d'être invités dans une émission, ou très peu de chance politique classique, ou de passer au journal télévisé, et qui voient dans ce type d'émission la possibilité de promouvoir un livre, de se promouvoir eux-mêmes, de promouvoir un retour, de rester dans l'actualité. Donc autrement dit, le prix à payer, c'est évidemment accepter le jeu du divertissement. Autrement dit, se faire moquer, avoir un plateau, bien évidemment, on va être obligé de répondre aux interpellations des gens du spectacle qui vont reprocher des critiques tout à fait ordinaires de la politique, aux politiques de s'occuper d'eux et pas de leurs électeurs, de ne jamais être d'accord, enfin les critiques tout à fait habituelles se retrouvent et donc il faut passer par là si on veut évidemment être médiatisé. Mais évidemment, cette période correspond aussi à une grande difficulté. J'ai évoqué très rapidement une difficulté pour Michel Drucker pour avoir des invités politiques, et pourtant lui est tenu par le fait de devoir avoir que des invités de premier plan, puisque c'est quand même une heure de grande audience, c'est un dimanche après-midi, l'émission dure très longtemps, etc. Il ne peut pas se permettre d'inviter des gens qui ont une faible notoriété. Bon. À partir de ce moment-là, si vous voulez, le modèle tend à s'épuiser. Je ne vais pas raconter la vie de tous les programmes, mais beaucoup d'émissions sont supprimées. J'ai raconté l'histoire de Marc-Olivier Fogiel passant sur M6, l'émission est supprimée. Ardisson est remercié de France Télévisions parce qu'il a un problème de contrat, il est lié à Paris Première, et à l'époque, Patrick de Carolis arrive à la tête de France Télévisions et refuse qu'il y ait un animateur qui passe en même temps sur une autre chaîne. Autrement dit, il applique la stratégie TF1, la politique que TF1 avait appliquée depuis la privatisation et que le service public n'avait jamais appliquée. Donc, à partir de là, beaucoup de programmes disparaissent. Et on a une redéfinition de ce qu'est l'émission, que d'ailleurs on ne sait plus comment appeler. Je dirais quand même un mot sur la catégorie divertissement, puisque ça c'est un problème que l'on s'est posé et qui, sur lequel on a deux, trois petites choses à dire, mais bon. Voilà, donc à partir du milieu des années 2000, on a une redéfinition. Donc de nouveaux programmes apparaissent, alors ça peut être les mêmes animateurs, mais ils changent de chaîne, ils changent de programme, et surtout, on va dire, la manière même de mettre en scène la politique change. Si vous voulez, il y a un compromis qui s'instaure. C'est la raison pour laquelle le terme de divertissement nous paraît être un terme très compliqué. Désormais, les animateurs producteurs vont prendre la politique au sérieux. Alors, mettons-nous d'accord sur ce qu'on entend par au sérieux. C'est-à-dire que désormais, on ne peut pas se contenter d'inviter un politique pour le brocarder.
Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il ne viendra plus. Et donc, on arrivera à avoir des invités qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc, à partir de là, il va falloir faire un certain nombre d'efforts. Parmi ces efforts, il va falloir pratiquer un traitement de plus en plus journalistique de la politique. Une émission qui est tout à fait emblématique de cela, c'est Le Grand Journal, créé d'ailleurs à ce moment-là. On est au milieu des années 2000. Où l'invité, d'abord c'est une quotidienne, et où l'invité politique doit être un invité dans l'actualité. Si vous voulez, donc ces émissions qui au départ se présentent comme des émissions en décalage, voire en rupture, je rappelle le titre de l'émission de Carl Zero, Le Vrai Journal, sous-entendu bien évidemment, les autres sont faux. Bon, ici on dit des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. Bon. Ces émissions adoptent de moins en moins un traitement décalé par rapport à l'univers du journalisme, par rapport à une interview politique, on va dire classique, mais s'alignent de plus en plus parce que leur objectif c'est d'avoir des invités de premier plan. Et si vous regardez, enfin nous c'est ce qu'on a fait, si on comptabilise les invités politiques au fur et à mesure que les émissions se pérennisent, on se rend compte que désormais on a de plus en plus d'invités de premier plan dans ces émissions. Et ce n'est évidemment pas pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a eu un entretien avec des conseillers en communication divers et variés, conseillers en telle ou telle politique, on n'imagine plus du côté des politiques un plan de communication sans intégrer une émission dite de talk show, présentée par un animateur, dans le dispositif. C'est donc devenu, d'ailleurs, c'est ce que vous rappeliez au début, c'est-à-dire le comptage de ces émissions pour la présidentielle de 2012, alors que c'est emblématique, qui n'avait pas été compté en 2007, ces émissions apparaissent de plus en plus et sont de plus en plus vues par évidemment les journalistes, mais aussi les conseillers en communication, et donc les politiques eux-mêmes, comme des tribunes politiques. Certes, particulières sur certains aspects, notamment du point de vue du public, même s'il se leurre beaucoup. Enfin, on n'a pas eu énormément de chiffres, on a eu quelques chiffres grâce à France Télévisions. Canal+ a refusé absolument de nous donner le moindre chiffre, etc., d'audience, mais bien évidemment, il se leurre un peu parce que le public est beaucoup moins populaire et beaucoup moins jeune qu'il ne le pense, de manière générale. Mais peu importe, il y a quand même des différences, évidemment, avec l'émission politique ordinaire, de ce point de vue-là. Parmi les transactions, les compromis élaborés, il y a évidemment le fait que ces émissions, on le voit aujourd'hui, bon ça je ne vais pas dire des choses évidentes puisqu'il suffit d'allumer la télé, vous le voyez bien, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui au Grand Journal, mais c'est également vrai dans la nouvelle, par rapport à tout le monde en parle, la nouvelle émission entre guillemets de Thierry Ardisson sur Canal+, Salut les Terriens, où en fait, si on regarde même l'évolution de cette émission du point de vue de sa création, la place donnée à la politique, la place donnée au débat de politique, de société, appelons ça comme on veut, est beaucoup plus grande par rapport au départ, autrement dit. Et d'ailleurs, il y a régulièrement des journalistes invités sur le plateau pour contredire, pour participer au débat, etc. Pour ne rien dire de l'émission de Ruquier, qui d'ailleurs occupe la case et est produite par la même productrice que la précédente, c'est-à-dire celle d'Ardisson, donc il y a une apparence de continuité formelle totale, et où pourtant le politique désormais est interrogé seul en plateau, c'est-à-dire que, pas seul, je m'exprime mal, seul pendant la séquence politique, c'est-à-dire que les interventions des autres invités sont exceptionnelles, ce qui change totalement avec les mécanismes de prise de parole de l'émission précédente où tout le monde pouvait interrompre tout le monde quasiment à chaque instant. Et où la tribune offerte aux politiques, sans coupe, puisque bien évidemment il y a des coupes, équivaut entre 45 minutes et 1 heure, ce qui à la télévision est absolument exceptionnel. On comprend que les politiques se bousculent chez Ruquier, qui offre évidemment une tribune politique, en ce qui est en temps médiatique tout à fait importante. Vous avez compris, je ne suis pas là ni pour dire du bien ni du mal de Laurent Ruquier, ce n'est pas vraiment mon problème. J'essaie d'observer comment ce type de logique fonctionne. Donc, il y a une évolution très importante des mises en scène de la politique qui correspond également à l'arrivée de journalistes politiques. Si vous voulez, pour le dire très crûment et que les choses soient simples et mémorisables très facilement, à l'époque de Thierry Ardisson et de Tout le monde en parle, le co-animateur de Thierry Ardisson était Laurent Baffy. Autrement dit, quelqu'un qui était invité, qui était là, dont le métier, qui était payé pour déstabiliser les invités.
et particulièrement évidemment les invités politiques, puisque ça faisait très très bien de s'en prendre à quelqu'un de pouvoir. Bon. Désormais, quel que soit ce qu'on peut penser, hein, vous avez compris, je ne décerne pas des bons et des mauvais points aux journalistes, etc. Désormais, et depuis belle lurette, puisque si on prend la première version de l'émission de Ruquier, il y avait justement Zemmour et Polac. Donc autrement dit, ça existe depuis 2005-2006, depuis le moment où l'émission, et Zemmour de l'époque n'était pas le Zemmour d'aujourd'hui, en plus, etc. Bon. Donc autrement dit, ce n'était pas du tout une vedette, etc. Bon. Donc, de ce point de vue-là, ce sont des journalistes politiques ou littéraires, le cas d'Éric Delon, en tout cas des gens, entre guillemets, prétendument sérieux, qui interrogent les politiques et regardez de plus en plus que les acolytes des animateurs, on peut donner les noms, hein, Jean-Michel Apathy, etc., sont, Natacha Polony, de plus en plus des animateurs, des journalistes, qu'ils retrouvent dans des émissions politiques, classiques, le matin à la radio, etc. Donc autrement dit, l'émission dite de divertissement, pour ce qui est de la séquence politique, divertit de moins en moins. C'était le prix à payer pour avoir accès à des politiques de premier plan. Sans cela, on serait dans une logique à l'italienne, voire à l'américaine. On connaît l'exemple Clinton, jeu du saxophone, etc. Oui, ok, mais on peut faire ça une fois, deux fois, on ne peut pas faire ça tout le temps. On peut faire ça qu'avec des gens de deuxième ou troisième ordre. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a eu, et c'est ce qui nous a paru intéressant, à la fois une acclimatation, bon ça j'aurais pas eu le temps de le dire, mais tant pis, on le dira peut-être après, une acclimatation de l'univers de la politique au divertissement, c'est-à-dire qu'il faut être accepté, ce que l'on va appeler, bon le terme est très contestable, mais peu importe, la pipolisation. Il faut que l'invité politique accepte de parler de lui-même, de son parcours, mais ça il le fait volontiers, il suffit de lire des livres politiques, on voit bien que la plupart des livres politiques, les hommes politiques se racontent aujourd'hui, hein. Ils ne parlent pas de programme, etc., ils parlent d'eux-mêmes, hein, de qui ils sont, de leurs fêlures, etc. Bon, donc parler d'eux-mêmes bien évidemment, parler de leur parcours, parler de leur goût, etc., et évidemment parler aussi un peu, c'est pour ça que c'est très variable selon les programmes, un peu, beaucoup, ça dépend les cas, politiques. Certainement plus chez Ruquier, en raison du temps de parole, qu'au grand journal, bien évidemment, quand on parle 1 minute 30 entre 3 séquences qui se succèdent. Donc évidemment, le dispositif de l'émission fait pour que les téléspectateurs ne zappent pas à une époque, à un créneau horaire où il y a plein de talk-shows, fait que, et où les téléspectateurs ne sont pas forcément immobiles devant leur télé, etc., fait que la parole doit être extrêmement courte. Bon. Donc, il y a un effort de la part des politiques à s'acclimater, à s'acculturer à ce type de programme, mais de l'autre côté, bien évidemment, du côté du divertissement, il a fallu que les animateurs producteurs prennent au sérieux, je mets au sérieux entre guillemets la politique, du moins évidemment, laissent un espace aux politiques et ne les maltraitent pas trop, ce qui est, on a un ou deux exemples, hein, je peux pas... Ça, je vais partir d'une anecdote, en trop les donner, mais on connaît peut-être le célèbre exemple d'Arnaud Montebourg, dans une émission qui d'ailleurs n'a pas eu un grand succès auprès des politiques, Vendredi, samedi pétante, encore sur Canal+, où Montebourg, ou l'invité, là il s'agissait d'un invité politique, se retrouvait allongé sur un divan, et une personne derrière, une comédienne, faisait, soi-disant, mimer son inconscient. Vous imaginez ce que ça peut donner. Donc évidemment, avec Montebourg, c'était bien évidemment un mime érotique, sur, etc., les pensées de Montebourg, etc. Et donc évidemment, Montebourg ne voyait pas ce qui se passait, il a très très mal pris, et donc après, évidemment, il était très mécontent, et il a signé une sorte de tribune, publiée dans Télérama notamment, incitant ses collègues à boycotter les émissions de divertissement. Bon, évidemment, on a vu que la tribune n'a pas eu beaucoup de succès, y compris pour lui non plus, mais enfin bon. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il a fallu faire un effort et une transaction des deux côtés. Et alors, je vais peut-être bientôt m'arrêter, donc je vais quand même terminer sur un point qui nous a intéressés. C'est justement la manière d'envisager le divertissement. Le divertissement, donc sur le mode, vous avez vu, hein, de l'émission de plateau, qui en fait comporte des invités, donc du talk show, quoi. Hein, on invite des gens autour d'une table et ils parlent. Bon. Alors, il y a beaucoup de travaux, je vais vous épargner ça, évidemment, si ça vous intéresse, de toute façon, ils sont tout à fait accessibles, qui discutent sur les prétendus effets du divertissement. Évidemment, personne n'est d'accord. Est-ce que c'est bénéfique à la... Je pense qu'on y reviendra à travers les questions. Hein. Est-ce que c'est bénéfique à la démocratie? Est-ce que c'est pas bénéfique, etc. Bon. Et notamment qui assigne une conséquence particulière au divertissement. Le divertissement est censé produire des effets. Et pour certains, il produit des effets absolument délétères. Et pour d'autres, il produit des effets absolument formidables. Il réconcilie le populaire et la politique, etc., etc. Bon. Alors nous, ce qui nous gêne beaucoup dans les deux approches, c'est que déjà la catégorie divertissement, elle nous semble de moins en moins exister. Du point de vue évidemment de ce qu'on étudie. Hein.
comme je viens de vous le dire, on est dans une logique de transaction où en réalité le divertissement est de moins en moins divertissant, du moins pour ce type de programme. Et si vous regardez de l'autre côté, les émissions politiques sont de plus en plus divertissantes. Vous avez de plus en plus dans des interviews politiques, y compris évidemment dans les émissions politiques, télévisées ou radio, un questionnement qui va porter sur la personnalité du candidat, sur ses problèmes entre guillemets d'ordre personnel, sur ses différents, mais pas forcément même tellement d'ordre politique, d'ordre personnel avec telle ou telle personne. On a des formes d'interrogation qui sont de plus en plus proches. Et on a, et ça nous semble être un élément aussi très important, c'est aussi un des effets des transformations de la télévision d'aujourd'hui, de plus en plus d'émissions intermédiaires. Quand on s'est amusé, parce qu'évidemment on a passé un peu de temps à l'INA pour classer les émissions, les répertorier par genre, etc. D'ailleurs on était très embêtés avec le classement de l'INA qui fait ce qu'il peut, mais qui ne nous arrangeait pas du tout parce que ils classent selon leurs propres critères qui évidemment ne sont pas forcément les types d'émissions, mais qui relèvent davantage du statut de l'émission dans la grille. Donc en fait, ce n'est pas forcément très éclairant. On a de plus en plus d'émissions qui ne sont réellement ni du divertissement, ni de la politique. Vous pourrez prendre plein d'émissions où en fait vous avez un débat, vous avez des invités qui viennent pour la promotion d'un livre, vous avez des séquences qui se succèdent, où on est entre l'émission littéraire, entre l'émission de débat tout à fait classique, entre l'interview politique. Ces émissions-là, elles peuvent être vues comme culturelles, parce que c'est un débat autour d'un livre, où chacun présente son livre, parce que c'est un talk show, pensez à l'émission C'est à vous sur la 5, où en fait les invités et les... je ne me trompe pas de titre, j'espère, où les invités et les animateurs dînent ensemble, et discutent autour du dîner pour faire une émission promotionnelle. On voit bien cette logique, si vous voulez, qui est la logique du talk show. C'était Pierre Desproges qui définissait Apostrophe, quand on lui avait demandé l'émission Apostrophe, il disait des chaises avec des gens, je crois que j'ai un micro, des chaises avec des gens assis dessus. Bon, c'est la meilleure définition qu'on puisse trouver, de manière générale, du talk show, puisque, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la transposition à la télé du modèle radiophonique. Pour des raisons tout simplement simples, parce que ça coûte pas cher. Hein. C'est la raison originelle. Hein. Et donc là, si vous voulez, on a de plus en plus d'émissions de plateaux, y compris évidemment sur les grandes chaînes, d'émissions de plateaux qui sont en réalité, on va dire, à format mixte. Un reportage, un débat, des séquences qui se succèdent avec de la fiction et une interview. Donc, avec la logique très claire de ne pas lasser le téléspectateur, de varier les séquences. Et de ce point de vue-là, la politique tente à devenir une séquence parmi d'autres de ses programmes, de sorte que notre conclusion est plutôt de dire que ces émissions dites de divertissement, qui, comme vous voyez, donc tout le monde c'est ce qu'on essaye de dire, sont en fait faiblement divertissantes pour ce qui est de la séquence politique, ou en tout cas le sont par moment, sont en fait un bon révélateur des transformations de la parole tout court, pas seulement politique à la télévision, où cette parole doit être relativement courte, doit être cadrée entre deux séquences, et doit éviter fortement les tunnels. Et de ce point de vue-là, la politique est bien évidemment, on pourrait dire ça de la culture, on pourrait dire ça tout à fait d'autres domaines, doit être digérée par le format télévisuel. Et c'est en ce sens où évidemment la télévision fait quelque chose à la politique, c'est qu'elle la digère et elle la rend comestible, je dirais. Je vais peut-être m'arrêter là. Très bien.